Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à notre 17e édition d'Officine Expo. Toujours, encore une fois, elle est sous le haut patronage de Sa Majesté. Et la thématique principale, c'est l'innovation, je le répète encore, c'est important. Et aujourd'hui, la thématique qui va être abordée avec Dr Jean-Michel Mzorowski, qui est président du CVAO France, c'est-à-dire le comité pour la valorisation de l'acte officinal. D'ailleurs, en partenariat avec lui, nous avons lancé la Société marocaine pour la valorisation de l'acte officinal, donc au Maroc. On va faire la même chose, on va copier sur lui. Enfin, en fait, c'est juste un partenariat. Donc, c'est tout nouveau. Eux, ils ont 15 ans d'expérience. On va profiter de leur expérience dans un premier temps, mais après, on va bien travailler. Enfin, du moins, je l'espère. Et donc, personnellement, je compte beaucoup sur l'adhésion de pharmaciens d'officine à cette société savante. Parce que jusqu'à présent, le pharmacien d'officine n'avait pas de société savante. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée justement de lancer cette société savante, donc la SMVAO, la Société marocaine pour la valorisation de l'acte officinal. Je vous dirai ça tout à l'heure un peu plus pour ceux qui souhaiteraient adhérer avec nous à cette société. Donc, avant de donner la parole à Dr Jean-Michel Mzorowski, donc je le présente, il est pharmacien de formation avec une ancienneté d'officine, il a fait de l'officine. Il a un certificat d'aptitude à l'administration des entreprises. Il est rédacteur en chef et créateur de journaux destinés aux pharmaciens d'officine et même aux médecins également. Actuellement, il participe à la rédaction d'articles au niveau de la revue qui est très connue, la revue Les Actualités pharmaceutiques. Il est concepteur, rédacteur et créateur de sites de formation en spécialité démarche qualité que nous allons développer également dans le cadre de la Société marocaine pour la valorisation de l'acte officinal. Nous allons élaborer démarche qualité pour le pharmacien d'officine marocain. Donc on va s'inspirer de leur expérience, mais on va l'adapter à l'expérience marocaine. Donc voilà, sans trop tarder, je lui donne la parole. J'ai oublié qu'il est spécialiste dans les biosimilaires. Donc d'abord les biothérapies et ensuite les biosimilaires. Et dans les pathologies comme le HTA, comme l'asthme et la douleur. À toi la parole, Jean-Michel. Chaque fois que tu me fais mon panégyrique, je m'étonne. Je ne savais pas que j'étais capable de faire tout ça, mais enfin, c'est pas grave. Eh bien, bienvenue. Alors, c'est assez étonnant de vous parler, à vous, un pays, entre guillemets, jeune, des personnes âgées. Il y en a, heureusement qu'il y en a, parce que sinon... Non, mais je ne me permettrai pas. Je ne me permettrai pas. Absolument. D'ailleurs, plus je me vois, plus je me trouve jeune. Donc tout va bien. Donc l'idée générale, c'est de vous parler de la prise en charge des personnes âgées à l'officine. Parce que bien évidemment, la prise en charge à l'officine a des spécificités. Et arrêtons de penser que tout se passe à l'hôpital ou que tout se passe dans le cabinet de consultation du médecin. C'est pas vrai, et loin s'en faut. Alors, si ça veut bien marcher, et ça veut pas marcher, c'est pas grave. Bon, on va faire... Ah, même pas. Oh. Non, c'est pas grave. Ah oui, ben voilà. Hop. Ah ben c'est peut-être pas... Ah oui, ben peut-être qu'il faut mettre le... Attendez, allez-y, regardez. C'est pas grave, on va essayer de faire ça. Même pas ça. Ah ben d'un seul coup, c'est devenu... Attendez, pourquoi ça marche pas? Vous inquiétez pas, ça va arriver. Voilà. Bah oui, il faut y arriver. Il faut un technicien. Moi, je suis pas un technicien. Eh ben non. Il faut orienter ça vers quel côté? Orienter ça. Non, à mon avis, c'est ça qui marche pas, donc c'est pas grave. Alors, c'est pas grave, vous embêtez pas. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dire que l'espérance de vie dans les pays du Maghreb est plus faible qu'en France, c'est vrai. Mais regardez cette courbe, vous voyez bien que vos pays, que ce soit la Tunisie, l'Algérie ou le Maroc, rattrapent les pays
dits vieux que sont la France. Et vous voyez bien que l'âge, à ce moment-là, on passe au-dessus de 75 ans, alors qu'il était beaucoup plus, et qu'il avoisinait 46, 45 ans dans les années 60. C'est là où je suis né. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand on regarde donc les statistiques, et j'ai pris des statistiques qui étaient des statistiques que vous pouvez tous avoir, on voit que donc on se balade entre 6 et 8% de personnes de plus de 65 ans. En France, on est à 20%. Vous avez encore du travail à faire, mais vous arrivez dans le bon sens. Au Maroc, vous voyez que la pyramide des âges va prendre de l'embonpoint, puis après va rester plutôt vers le haut. Souvenez-vous que par exemple un pays comme la Chine va vieillir très très rapidement. Donc on est bien dans une évolution de population importante qu'il va falloir prendre véritablement en compte. J'aime bien Victor Hugo, comme ça vous fait un peu de citation, ça fait jamais de mal. Voilà. Et on va parler de fragilité. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une personne âgée? Est-ce qu'une personne âgée, ça se voit sur sa carte d'identité? Et non. Une personne âgée, c'est quelqu'un qui est plus ou moins fragile. Donc là, il faut arrêter de penser 75 ans, c'est une personne âgée, 80 ans, c'est une personne âgée. Il y a des personnes âgées à 80 ans qui pètent la forme. Ils ne sont pas diabétiques pour un pet, ils sont impeccables. Donc il y a une définition de la fragilité qui est intéressante et j'aimerais vous donner une image. S'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas de téléphone portable, qui lève la main. Une, c'est exceptionnel. Oui, mais là, ça, bon. Et donc, vous vous apercevez que vous avez une batterie dans votre téléphone portable. Alors, au début de la vie de votre téléphone portable, vous êtes ravi parce que la batterie se recharge particulièrement bien, que vous n'avez pas de problème et que tout se passe bien. Vous êtes dans un secteur où il y a peu de réseau. La batterie va se décharger un peu plus vite parce qu'elle va être sous une forme de stress. D'accord? Bon. Et donc, d'un seul coup, elle va avoir un tout petit peu plus de temps où elle va avoir une pérennité de sa charge plus faible. Vous me suivez? Vous dites, il est bien gentil le petit père, mais là, il y a quand même une grosse différence par rapport à la réalité quand même de la vie. Bon. Donc, vous voyez bien que vous avez votre batterie qui, peu à peu, plus elle vieillit, plus elle se décharge plus facilement. Et quand elle subit un stress, c'est-à-dire une perte de réseau, et qu'elle doit chercher le réseau, plus elle va se décharger vite, et plus elle a de stress, plus elle va se décharger. Donc elle aura de moins en moins de capacité à faire un travail. Eh bien, je viens de vous donner l'image de ce que c'est qu'une personne âgée et de ce que c'est que la fragilité. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle a la difficulté à se recharger, à maintenir la charge, à maintenir la capacité à faire quelque chose. Voilà à peu près ce qu'on peut imaginer de la fragilité. Donc vous imaginez qu'il y a de bonnes marques, malheureusement ce n'est pas prédictif, vous ne savez pas si vous allez avoir un bon terrain ou un mauvais terrain. Donc déjà là je ne veux rien dire du tout. Est-ce que vous avez tombé sur une bonne marque? Est-ce que vous êtes une bonne marque ou pas? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Et personne ne peut vous le dire. Alors, vous voyez, c'est un jeune homme qui a plus de 75 ans. Le Daniel Cohn-Bendit. Il pète la forme, le mec. Oh, je crois qu'il doit avoir 75 balais, fastoche. Donc là, c'est quelqu'un, vous ne le donnez pas, ses 75 ans. Il a une capacité, ce sont des gens qui ont une force vitale fabuleuse. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être en état de fragilité dans 2, 3, 4, 5 ans.
Donc vous voyez que là, la fragilité est un élément qui est un élément de perception et qui est une capacité de résistance au stress. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, résistance au stress. Une fois que vous avez compris qu'une personne âgée a moins de résistance au stress, ou que le stress a plus d'implications pour elle, je pense que là, déjà, on a fait un bon bout de chemin ensemble. Et j'ai une très bonne nouvelle à vous donner, c'est que la fragilité est un état réversible. Pas à n'importe quel niveau. Ça veut dire que vous imaginez la capacité que vous avez, vous, à lutter contre la fragilité d'une personne âgée. Donc là, vous avez un objectif qui est un objectif majeur. Lutter contre ce vieillissement qu'on pourrait dire prématuré, qu'on aurait appelé prématuré à une certaine époque. Donc vous voyez bien que là, en fin de compte, il y a du matériel. Vous êtes d'une bonne marque de smartphone ou pas. La batterie qu'on a inclue dans votre smartphone est bonne ou pas. Et puis, il y a les capacités, l'environnement, la capacité à gérer le stress. Voilà déjà quelque chose d'important. Et d'autre part, il y a aussi une notion qui est la réversibilité, qui me semble très importante. Donc, si je reprends les déterminants de la fragilité, il y a des éléments qui permettent, en fin de compte, de dire si une personne est fragile ou pas, avec des scores ou des éléments qu'on appelle des scores de fragilité. Il y a un petit truc que j'aimerais bien vous donner juste avant tout ça. Imaginez, pour que vous fassiez en plus une image, il y a l'image des verres. Vous prenez 3 verres. Un verre très solide, une chope. Vous prenez un verre très fin, moi, quoi. Très élégant, quoi. Mais je vois que vous appréciez la personne, c'est déjà très bien. Bon. Et vous allez faire tomber, et puis un qui était déjà ébréché. Et vous allez les faire tomber tous de la même hauteur. Le stress est identique pour les 3. C'est la même hauteur. La chope, à votre avis, qu'est-ce que ça va donner ? Ben répondez, hein, c'est interactif. Elle résiste, la chope. La chope, elle est solide, donc elle va le résister. Ah, le verre est bréché, oui, mais tu veux raconter la fin de l'histoire avant d'avoir débuté, c'est terrible quand même. Donc, bien évidemment, et tu as raison, la chope va très bien résister. Le verre en cristal, très élégant, malheureusement, vous voyez bien que je suis un grand fragile. Hein, bon, il va s'ébrécher, et le verre qui est déjà ébréché, il va totalement se casser. Et vous voyez bien là, vous sentez peut-être mieux, encore mieux qu'avec mon image de la batterie, vous sentez vraiment ce que c'est que la fragilité. Et vous ne pouvez pas savoir si vous êtes chope, cristal ou ébréché. C'est pas prédictif. Donc, d'un seul coup, vous vous apercevez qu'on est dans un autre élément. Alors, là, il y a une notion qui est importante aussi, c'est la décompensation. Vous voyez ici que quelqu'un de normal va suivre un vieillissement physique normal, et donc il y a une pente. Malheureusement, ou heureusement pour certains, il y a des pentes plus ou moins importantes. Ce que je sais par contre, c'est quand il y a une maladie chronique ou une maladie chronique, la pente est beaucoup plus importante. Et vous avez peut-être déjà entendu des collègues et néanmoins amis, vous parlez du diabète, parlez du patient diabétique ou du patient souffrant de diabète. Tu seras d'accord avec moi, puisqu'il faut plutôt parler de patient souffrant de diabète. Je n'ai pas vu de diabète sur pattes, moi, jusqu'à présent. Donc, et là, vous voyez que la pente est beaucoup plus importante. Donc, quand il y a une maladie aiguë, c'est le 3, vous voyez bien que la maladie aiguë, c'est le stress. Et donc, à chaque fois, eh bien, ça va entraîner un passage sous un seuil d'insuffisance. Donc, ce qu'il faut comprendre,
c'est qu'on a tous une énergie vitale. C'est donc la batterie. Et qu'à un moment, elle se décharge tellement qu'elle ne peut plus être efficace. Et donc, à un moment, vous ne pouvez plus revenir en arrière parce que vous allez passer en dessous d'un seuil d'incapacité. Donc tout l'objet, c'est bien sûr d'éviter les stress au maximum et surtout d'éviter que je sois sous une pente trop importante liée à une maladie chronique ou les effets de la maladie chronique. Parce que ce n'est pas parce qu'on a été diagnostiqué diabétique qu'on va être dans une situation plus grave que quelqu'un qui est sain, qui n'a pas de problème, si je suis bien traité, si je diminue mon risque de complication. Parce que vous avez bien compris que toute complication, c'est un stress. Donc, je vous ai dit quoi? Mais je vous ai parlé avant tout de stress, ça c'est fondamental, de niveau en dessous duquel, eh bien, quoi qu'il arrive, je vais rentrer dans les phénomènes d'incapacité, des phénomènes de fragilité, et je ne pourrai pas m'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter? Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, vous, dans vos officines? Éviter que la personne passe dans un seuil d'incapacité. C'est-à-dire que sa batterie décharge trop vite. Et regardez, alors, bon, à part moi, non mais moi c'est plutôt là ce que je fais. Mais, non, pas de choses désagréables entre nous déjà. C'est à Messisson, c'est ça? Bon, vous voyez qu'ici, on a une personne de 75 ans, 80 ans, mais qui fait du culturisme, qui est très costaud. On dit qu'il est robuste, parce qu'il a un score de fragilité très faible. Vous voyez que cette personne est dans le pré-fragile. Moi, je dirais, je me suis planté dans la photo, je dirais même qu'il est déjà dans le fragile, mais c'est pas grave. Dans le pré-fragile, c'est-à-dire que déjà, il a des problèmes de locomotion, il a des difficultés à respirer, il a des difficultés de maladies inflammatoires, etc., etc. C'est sa capacité. Donc, là, sa batterie, elle commence à être sacrément attaquée. Et puis, là, eh ben, il doit être sous-secteur. Hein. Voilà. Et voyez bien que là, on ne peut pas faire d'éléments différenciants par rapport à ça. Vous voyez bien que là, ils ont peut-être le même âge, mais ils ont une résistance au stress très différente. Donc si vous avez compris ça, on peut arrêter, là on ferme le truc, on va aller bouffer, prendre un café, tout va bien. Vous avez compris? Non, vous voulez continuer en plus? Oh là 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 là. Donc ça, vous voyez bien ça. Gardez ça dans la tête. Gardez cet élément fondamental dans votre... Ce que je vous disais pour le stress, là aussi c'est fondamental. Une personne robuste, elle a un petit stress. Elle va rester dans une zone d'indépendance. Une personne âgée fragile, elle est limite zone d'indépendance, zone de dépendance. Elle a son stress. Elle va rentrer dans une situation de dépendance. Et le problème, c'est qu'elle va rester très limite au-dessus de la dépendance, voire tomber dans la dépendance. Donc, votre rôle, c'est d'éviter ça. Alors là, bon, je vais passer ça. Alors, si je veux synthétiser mon premier propos, souvenez-vous, l'âge ne veut rien dire. Bien sûr, plus on vieillit, plus on a des chances d'être dépendant, ça c'est clair, et d'être fragile. Ça c'est tout à fait clair. Mais ça dépend des personnalités. 2, la fragilité est définie par des critères spécifiques. Il faut aller voir Fried, le critère de Fried, c'est-à-dire la capacité à marcher, un nombre de pas particulier, etc., etc. Problème de dénutrition, mais on verra tout ça. L'état de fragilité est potentiellement réversible. C'est là où vous avez un rôle. Et ça, c'est fondamental d'avoir ce rôle-là, de pouvoir se dire qu'on peut lutter contre la fragilité.
Et enfin, il y a la décompensation, qui est un état de fragilité irréversible. C'est-à-dire que je passe en dessous d'un seuil où je n'ai plus la capacité à faire autrement. Donc, tout votre objectif, c'est d'éviter que les personnes passent sous ce seuil. Ah, si en plus maintenant ça ne marche même plus. Alors, hop. Alors là, cher jeune homme, ah, quand même. Ah oui, il veut pas. Il veut plus. Surtout que les diapos derrière étaient sympas. Hein. Ça marche plus. Alors. Pourquoi ça marche plus, ça? Ah oui, mais tu vois, ça marche pas, moi j'ai rien. Voilà. Hop, c'est peut-être... Pourtant j'ai mis sur le truc. Non, ça marche pas. Non, regarde, tu vois, c'est le truc qui marche pas. Ah, ça marche là. Oui, mais pas... Alors je sais pas, bon... Il est dans un état de fragilité fabuleux. Bah, je sais pas. Attends, vas-y. Bah oui, mais c'est... Oui, mais attends. Voilà, c'est bon. Alors, c'est bon. Ah. Voilà. Merci. Mais vous voyez que je suis dépendant. Alors, je vais vous parler de choses qui sont essentielles pour vous. C'est la notion de signe d'alerte. C'est-à-dire, non pas des facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est autre chose, c'est médical. Et je bats ma coulpe parce que j'ai trop souvent parlé de facteurs de risque. Or, c'est vraiment des signes d'alerte dont il faut parler. Quels sont ces signes d'alerte? Vous voyez la iatrogénie, la physiologie de la personne âgée est terriblement fragile aux médicaments. Donc l'impact de la iatrogénie va être énorme, et d'autant plus qu'il y a une fragilité aux médicaments qui est très importante. Souvenez-vous, un élément essentiel, une fonction rénale diminuée, mais ça je ne vais pas vous raconter la vie, la fonction rénale, la clairance, machin bidule, on vous en parle matin, midi et soir. Sauf qu'on ne vous dit pas que l'insuffisance rénale est physiologique. C'est à partir d'un certain âge, en moyenne, on n'a plus du tout on est tous insuffisants rénaux. On est tous insuffisants rénaux, je te répète, et tu n'as pas le droit de me dire non. Non, c'est une insuffisance rénale. Pas majeure, mais une insuffisance rénale. Confonds pas insuffisance rénale avec insuffisance rénale majeure. Enfin, bon. Ah, quand même. Je ne sais rien, c'est 60. Donc, là, tu vois, et alors, après, bon, maintenant, vous n'allez pas me faire la révolution non plus. Hein. Alors, regardez une chose importante. Mais on ne peut plus causer ici. Hein. Alors, regardez un petit peu la perméabilité hémato-encéphalique. C'est-à-dire qu'en plus, il y a un meilleur passage des médicaments vers le cerveau. Donc il y a une action plus importante vers le cerveau. Donc tout ce qui, quand on vous dit « Ah ben il faut doubler les hypnotiques chez une personne âgée », je pense que c'est un peu dangereux, vous voyez ? Attendez, hop, là je vais trop vite. Et puis vous avez un problème de fonction hépatique qui est diminué aussi. Donc à la fois, quelquefois ça peut être très positif, parce que le métabolisme est plus léger, mais quelquefois ça va dans l'autre sens. Pour une prodrogue, par exemple, il faut passer par un métabolite pour que ça soit actif. Donc vous êtes un peu embêté. Alors si vous regardez toute la suite des joyeusetés, parce que là il y en a, regardez un petit peu. On commence par la dénutrition, on va en parler beaucoup de la dénutrition. On va commencer par la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la perte de puissance musculaire, c'est-à-dire la perte de masse musculaire. Sympa, non? Après, on va parler de déshydratation. Ce qui est vachement bien, la déshydratation pour la fonction
rénal, c'est du top de chez top. Et vous allez voir un truc qui est très important, c'est qu'il y a une perte d'activité physique. C'est-à-dire que les personnes âgées ont de plus en plus de mal à se déplacer. Et ça veut dire quoi, la perte d'activité physique? Ça veut dire que je vais vers de l'isolement. Et nous, on a tous besoin de voir du monde. On a tous besoin d'être avec le monde. On n'est pas des casaniers. On a nécessité à l'être. Et l'isolement, c'est terrible. Après, bien sûr, il peut y avoir des petites démences, ça c'est juste là. Et bien sûr aussi tout ce qui est en relation avec les fractures, les chutes, etc., puisque le squelette devient plus fragile. Et puis là, bon, allez, petite constipation, petite insuffisance, allez, incontinence, ouais. Bon. Par contre, là, il y a un terme fondamental, le fécalome. Alors là, je vous donne un petit truc. Un patient, une patiente qui vient, qui dit « Ah ouais, alors j'ai eu des diarrhées, puis après puis je suis constipé, puis j'ai des diarrhées, puis après c'est des fausses diarrhées, en règle générale. Ça ne veut pas dire que vous allez faire le diagnostic de la... Il y a constipation, il y a risque d'avoir un fécalome, c'est-à-dire un bouchon, hein, tout bêtement. Et le fait de la diarrhée, cette fausse diarrhée, en fin de compte, c'est une réaction physiologique. Et donc, dès lors, il faut franchement aller très vite à gérer ce fécalome-là, parce que ça peut avoir des conséquences majeures. Donc, vous voyez que c'est très sympathique. Alors, si on reprend, bien sûr, la fonction rénale, votre objet, c'est d'essayer de faire une adaptation posologique. La perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, ça veut dire qu'il y a une très grande sensibilité à tous les psychotropes. La dénutrition, ce n'est pas juste la dénutrition, c'est que derrière, il y a des problèmes d'hypoprotéidénémie, des problèmes d'hémoconcentration, et ça joue aussi sur les médicaments. Et puis, d'autre part, les pertes ostéomusculaires et les gains adipeux. Parce que, oui, mais elle n'a pas perdu de poids, elle a toujours ses formes. Ouais, mais manque de peau, elle n'a plus de muscles, et elle a de plus en plus de masse grasse. Or, vous savez qu'il y a des médicaments qui peuvent aimer la flotte et d'autres qui ne peuvent pas aimer la flotte. Et bien, ils vont se concentrer, ceux qui sont lipophiles vont aller se concentrer dans les masses graisseuses. Donc, vous voyez un peu l'implication que ça peut avoir. Et n'oubliez jamais ça. L'isolement social ou géographique, la dépendance, le changement de mode de vie. Et là, il y a une grosse alarme, là. Une énorme alarme. On veut faire bien, on est gentil. Madame, il faut bien prendre vos médicaments. Alors moi, je vais vous expliquer comment il faut prendre vos médicaments. Là, c'est je te fais du paternalisme à fond la caisse. Et se dire, oui, je fais ça pour le bien de la personne. Oui, c'est plein de bonnes intentions. Mais vous savez que les bonnes intentions, hein, ça fait un enfer fabuleux. Pourquoi? Parce que je reviens sur l'idée de stress. Quand vous créez les conditions du stress, c'est-à-dire que la personne va essayer de faire ça, mais vous allez commencer à lui faire changer ses habitudes, même très légèrement. Or, pour une personne âgée, ses habitudes, c'est sa colonne vertébrale. C'est ce qui la rend autonome. Donc, changer un tout petit peu ses habitudes peut occasionner un vrai stress. Or, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? Qu'est-ce qu'on doit éviter à une personne âgée? Le stress. Donc, tout ce que vous allez devoir mettre en œuvre, il faut bien avoir dans la tête, tout le temps, l'idée qu'il n'y a pas que des phénomènes positifs. Elle a l'habitude de prendre son traitement à tel moment, vous lui dites de prendre son traitement à tel autre moment, elle va essayer de le faire, mais ça va occasionner des stress. Donc, chaque fois que vous prenez une décision pour une personne âgée, ou que vous voulez bien faire pour elle, c'est normal, avoir envie de bien faire pour elle. Il faut toujours
avoir dans la tête le fait que ça peut occasionner quand même un stress. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Parce que est-ce que ça vous parle déjà? Donc, il faut être extrêmement précis par rapport à ça et savoir chaque fois quel est le rapport entre le bénéfice et le risque. Donc, et ici, dans tous les éléments que vous voyez ici, il y a de la dénutrition, de déshydratation. Je voulais vous parler plutôt des troubles de déglutition. Les troubles de déglutition, alors, pour moi, ça me paraît essentiel, fondamental. Alors, on s'est foutu de ma gueule, excusez-moi, mais bon, je vous parle entre amis, hein, on est entre amis ici. On s'est foutu de ma gueule parce que quand je parlais de bilan de partage et de médication, on dit « Mais les problèmes de déglutition, c'est rien !» Tu parles, 16% dans domicile. Et un problème de déglutition, en plus, vous pouvez le détecter facilement. C'est-à-dire de dire, est-ce que vous pouvez l'avaler, le médicament? Attends, et pour une personne âgée, prendre un comprimé de Doliprane, là, d'1 gramme, est-ce que vous trouvez que c'est facile? Il est effervescent. Effervescent, tu sais. Alors là, effervescent. Aïcha. Ah, c'est terrible, hein. Bon, elle m'a bien présenté. Alors donc, mais non, bien sûr, il y a le sel. Hein. Ça, bon, il faut faire gaffe. Mais le truc, c'est que, effectivement, simplement s'intéresser au fait que la personne puisse avoir l'idée de pouvoir avaler ou pas son médicament, c'est détecter des problèmes de déglutition. 16%, je vous montre les chiffres qui sont assez étonnants. 12 à 68% en institution, 10 à 16% en domicile. Et là, vous pouvez le détecter, vous. Vous sauvez des vies avec ça. Parce que, ou bien, elle ne peut pas l'avaler, donc elle le broie, donc on verra ce que ça peut donner. Et quelquefois, souvent, de façon aberrante. Ou bien, elle ne l'avale pas. À ce moment-là, on voit pourquoi il y a une observance. Attendez, je vais... Et bien sûr, la réduction des capacités physiques. Et n'oubliez pas les problèmes de communication. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit, le jeune homme? Le monsieur te dit. Et que, en fin de compte, d'ailleurs, c'est pas en parlant plus fort que vous ferez mieux comprendre. Hein. Ça, je peux vous l'affirmer. Et ça implique aussi que quand on veut bien faire, on a tendance à... Ah, la dame, elle va prendre son petit médicament. Alors moi, je vais vous raconter une petite histoire, c'est ma vie. Hein. Mon père était polytechnicien, donc bon, on peut dire qu'il était un peu bréné quand même. Et il y avait la pharmacienne qui dit « Alors le monsieur, il a bien pris son médicament ?» Ça le fait moins, quoi, bon. Et donc, et bien sûr, les baisses de l'activité visuelle et de l'audition. Il y a des moyens, vous savez, on met des poids autour des articulations pour vous montrer comment ça se fait quand on a de l'arthrose, comment ça facilite la marche. Eh ben, je peux vous dire que vous résistez pas longtemps hein, à ce régime. L'arthrose, c'est terrible. Et puis après, on vous met des lunettes qui obscurcissent. Alors pour aller chercher quelque chose, et après vous avez des gants qui vous empêchent d'avoir de l'appréhension. Ben, je peux vous dire que ça vous fait une drôle d'expérience tout ça. Donc, pour synthétiser rapidement, les personnes âgées subissent donc des détériorations métaboliques, physiques, dont les causes fréquentes sont la perte de vie de relations. Parce qu'en fin de compte, tout ça, le plus grand risque, c'est l'isolement. Donc quand vous voyez une personne âgée qui vient de moins en moins souvent à la pharmacie, là aussi c'est un signe d'alerte. La dénutrition, c'est pas n'importe quoi, 50 à 60% des personnes âgées. Donc là aussi, il faut que vous fassiez attention à ça. Et regardez pourquoi c'est grave, la dénutrition. Parce que là, il y a un commencement de dénutrition. Il y a anorexie, il y a asthénie, il y a amaigrissement. Après, il y a des problèmes d'albuminémie. Après, il y a des déficits immunitaires. Et je rentre dans une vrille.
Donc l'objet, c'est d'éviter de rentrer dans la vrille. Et votre objectif, si vous l'acceptez, c'est d'éviter que les personnes rentrent dans la vrille. Il y a un moment, ils rentreront dans la vrille, mais le plus tard possible, ça serait le mieux. Autre signe d'alerte absolu, c'est bien sûr la perte de poids. Et si vous avez mis vos balances dans un endroit où ils prennent la poussière, ben c'est bien triste. Parce que les médecins ne prennent plus le poids. Si vous arrivez à avoir un médecin qui prend le poids de son patient, je suis pape. De moins en moins, ils n'ont pas le temps. En France, ils n'ont pas le temps du tout. Or, suivre le poids du patient est fondamental, surtout pour une personne âgée. Donc, si vous avez... Alors, moi, je vous donne un truc tout simple. Vous ressortez la balance, et puis vous faites que les personnes se pèsent de temps en temps, au moins une fois par mois. Et puis, vous leur faites une petite courbe de poids. C'est un signe d'alerte. Parce que on est bien d'accord que le poids... mais tout va bien, jusqu'à que tout aille mal. Et là, la dénutrition, vous ne pouvez pas le voir. C'est que le poids qui peut le dire. Donc, s'il y a une perte de poids de plus de 5% en 3 mois ou de 10% en 6 mois, eh bien, là, il y a vraiment un signe d'alerte. Et puis d'autre part, alors sans rentrer dans un diagnostic de nutrition, qualité quotidienne de communication, communication. Alors vous avez bien de la chance, c'est bien triste que vous soyez tombé sur moi comme conférencier. Donc, consommation en fruits et légumes par jour, protéines, très important. Il y a un catabolisme protéiné de plus en plus important avec l'âge. Or, les protéines, c'est l'élément de construction du corps. Donc, clairement, il faut faire très attention à ça et donc avoir un apport en protéines important. Et produits laitiers au moins 3 fois par jour. Voilà. Par jour. Oh. Non, tu m'en veux. Aïcha, tu m'en veux, là. Quelles sont les conséquences de la dénutrition ? De la dénutrition. C'est isolement, problèmes financiers, hospitalisation. Donc, quand vous voyez que quelqu'un n'a plus les moyens de se payer de la viande ou se payer de la nourriture, il va rentrer en dénutrition. Il y a des troubles psychiatriques et neurologiques, il y a des infections aiguës, pathologies chroniques, il y a des troubles de déglutition, il y a des traitements médicamenteux. N'oubliez jamais qu'il y a une hétérogénie sur l'anorexigène. Le nombre de médicaments anorexigènes, c'est... Et il y en a un que vous connaissez très bien. Vous savez, quand la madame a mal à la tête, l'ibuprofène, les AINS, je vous conseille la capacité iatrogène des AINS. On va voir ça, c'est fabuleux. Et n'oubliez pas, maladie égale stress égale dénutrition. Voilà à peu près tout ce que vous avez comme médicament anorexigène. Vous voyez à peu près que c'est sympathique quand même. Hein. Et d'ailleurs, on va trouver ça. Anti-inflammatoire non stéroïdien. J'aime beaucoup. Après, vous avez tous les problèmes de dysphagie. Il faut comprendre que là, c'est un réflexe, la capacité de déglutition. Donc on peut endommager ce réflexe. Je vous parlais des problèmes de dysphagie, regardez, en institution. C'est sympathique hein, comme truc. Donc si vous ne parlez pas des problèmes de déglutition, vous parlez de quoi ? Et vous avez un élément de les détecter. Est-ce que vous arrivez à rêver ? Avouez que c'est pas difficile quand même. À moins que vous ayez un peu de difficulté à parler avec votre patient, mais là, je pense que c'est un bon élément. Pourquoi c'est important de parler des difficultés de déglutition ? Parce qu'il y a 2 phénomènes majeurs. Un phénomène qui est lié à l'efficacité du médicament. C'est-à-dire qu'une personne qui n'arrive pas à avaler ses médicaments, il va ouvrir la gélule ou va broyer ses médicaments. Et tout à l'heure,
on était ici et il y a eu une discussion autour des est-ce que je peux pas broyer ou broyer mes médicaments. Il y a des médicaments qu'on peut broyer. Je vous conseille d'aller sur le site de la Société française de pharmacie clinique qui a fait la liste de tous les médicaments qu'on pouvait broyer et ceux qu'on ne pouvait pas broyer. Mais il n'en est pas moins vrai que si, l'important c'est que vous sachiez qu'il le broie ou pas. C'est ça qui est important et fondamental. Donc, effectivement, quand il vous dit j'ai du mal à avaler mon médicament, il faut aller chercher un petit peu ce qu'il fait derrière. Et puis, il n'y a pas que ce problème-là de broyage. Il y a un problème qui est aussi métaphysique, c'est que derrière, ça entraîne des risques de dénutrition. Si j'ai du mal à avaler mes médicaments, je vais avoir du mal à avaler l'alimentation aussi. Logique. Bon. Donc je vais limiter mon alimentation à des choses que je mange facilement et qui sont obligatoirement iatrogènes. Après, il y a de l'anxiété vis-à-vis des repas. Quand les repas deviennent une torture, qu'on a peur de passer de passer un moment agréable avec ses petits camarades de jeu, parce que on met 3 plombes à mâcher sa viande pour finir par la recracher, parce qu'on n'arrive pas à avaler. Mais ça devient une torture. Donc regarder une personne âgée manger, c'est fondamental pour voir sa relation avec la nourriture. Et la nourriture doit rester un plaisir. Et pas d'avoir du mixé. Il faut demander à la personne si elle préfère, qu'est-ce qu'elle préfère. Parce qu'au bout du bout, il ne faut pas faire les choses à sa place. Et enfin, il reste une chose fondamentale aussi, c'est les fausses routes. Et les fausses routes qui font que je peux avoir des infections pulmonaires. Et les infections pulmonaires, et on a vu aussi ce matin l'importance qu'avaient les problèmes d'antibiothérapie ici. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. 15 minutes, bon. Donc vous voyez que là, tiens, encore, dysphagie, tiens. Je les aime bien ceux-là. ANS. Donc, moi, je vais vous dire, l'ibuprofène chez la personne âgée, je ne suis pas très fan. Il y a aussi des problèmes de médicaments. Oui, mais tout ça a l'importance. Là, tu vois que là aussi, il y a une perte des capacités à saliver. C'est ce qu'on appelle la xérodermie. Donc, vous voyez, là. Donc, ça, c'est pas grave. Alors, on va passer peut-être à ce que vous pouvez faire. Donc vous avez déjà vu que vous pouviez faire pas mal de choses. Regardez s'il y avait un problème d'alimentation, regardez s'il y avait un problème de déglutition, s'intéresser à des signes d'alerte de dénutrition, prendre le poids régulièrement. Déjà, si vous faites ça, tout ça dans les mois à venir, je serai le roi du pétrole. Donc le truc, c'est que ce n'est pas une fatalité, la fragilité, on est bien d'accord, donc on va essayer de lutter contre. Parce que vous voyez que là, on est dans un cercle vicieux. Et vous voyez toutes les étapes du cercle vicieux. La marche lente aussi est un signe d'alerte important. Ce qu'il faut voir, c'est que quand j'ai une activité physique qui se réduit, eh bien j'ai tous les éléments qui vont se mettre en œuvre. Vitesse de marche, difficulté à marcher plus de 100 mètres. Capacité à s'agripper ou à tenir. Et s'agripper et tenir, ça veut dire que si je ne peux pas m'agripper et tenir, je risque de chuter, beaucoup plus. Bon, la sarcopénie, on en a parlé. Et la sarcopénie, quand j'ai de l'isolement, je ne bouge plus, j'ai plus d'activité physique, j'ai la perte musculaire, donc je m'isole encore plus. C'est là où je rentre vraiment dans un phénomène de vrille. Et après 65 ans, alors, il faut faire de l'activité physique. Et on demande au moins 150 minutes d'activité d'endurance, d'intensité modérée, et au moins 75 minutes d'activité d'endurance. C'est là où on peut éviter de rentrer dans des phénomènes de fragilité plus tard. C'est-à-dire que plus je rentre dans une activité physique positive, plus je recule
risque de fragilité. Donc le problème, c'est la diminution de l'activité physique et la cause et la conséquence de la perte musculaire. Le maintien d'une activité physique optimale est nécessaire. Et on finira, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire beaucoup mieux, on finira sur les chutes. Et là encore, vous avez un rôle majeur à jouer. Quelqu'un qui arrive et qui vous demande de l'arnica ou un truc comme ça, personne âgée, tout de suite, il faut lui demander est-ce que ça vous arrive souvent de tomber? Vous avez un rôle majeur aussi pour éviter les chutes, parce que la table basse, là, qui est pile poil sur le chemin des toilettes, la nuit, eh ben, à tous les coups, c'est boum. Et quand c'est boum, ça peut être un stress majeur. Donc, il y a 9000 cas, la mortalité, c'est 9000 personnes par an à cause des chutes. 9000 personnes en France. C'est quand même pas rien. Je vous rappelle qu'en France, le taux de mortalité sur la route, c'est 3300. On dit que les chutes justement du fémur sont à 90% mortelles. Mais parce que la personne ne peut plus, d'abord, devient incontinente, parce que quand elle est à l'hôpital, on la met sous couche à tous les coups, donc elle devient incontinente. Et après, elle a de plus en plus de mal à pouvoir reprendre une marche normale, donc elle va s'isoler, etc., etc., etc. Et dès que tu rentres dans un phénomène d'isolement, où il y a de l'incontinence derrière, et l'incontinence, normalement, on dit qu'au bout d'une personne qui devient incontinente, c'est 6 mois plus tard, elle passe en EHPAD, et 18 mois plus tard, c'est au cimetière. Oui, mais parce que je devance ce que tu veux dire, c'est que effectivement, il y a encore au Maroc, et c'est très bien comme ça, un accord familial, un cocon familial, qui fait que, en fin de compte, vous vous occupez encore des personnes âgées parce que vous considérez que c'est nécessaire. Mais en France, il y a une telle déstructuration de tout ça que les personnes âgées, elles sont souvent, elles sont devant elles-mêmes et elles s'amusent elles-mêmes et elles ne sont jamais visitées. Donc c'est pour ça que moi je me demande pourquoi spécialement le fémur? Parce que simplement, si tu te casses le coude, tu peux continuer à marcher. Donc, en fin de compte, ton isolement n'est pas si important que ça. Et là, quand c'est le fémur, c'est la capacité à se porter. Donc, à ce moment-là, tu perds la possibilité de marcher. Ouais, rien que ça. Mais c'est énorme. Tu vois bien que c'est la notion de stress. Parce que ce n'est pas simplement le fait de la fracture, c'est le fait d'avoir toutes les conséquences de la fracture. Et plus tu vas, plus la fracture a des conséquences. Et effectivement, en plus, il y a souvent, après, il y a une intervention chirurgicale, il y a des problèmes de coagulation, ça fait un risque thrombotique, et souvent les personnes meurent d'un risque thrombotique. Chose très importante aussi, là, c'est qu'il n'y a pas que la chute elle-même. La chute, bon. Mais il y a le fait de perdre sa confiance en soi. L'autonomie de la personne âgée, c'est-à-dire ce qui la tient. C'est sa richesse. Ça veut dire quoi? Ne faut pas être maternel avec une personne âgée. Il faut maintenir sa richesse au maximum, c'est-à-dire maintenir son autonomie. Arrêtons de penser que les personnes âgées sont des enfants. Ils ont une expérience de la vie. Ils ont une capacité à être utiles pour les autres. Et le pire qui puisse arriver à une personne âgée, c'est de se sentir inutile. Et donc, réellement, psychologiquement, il faut faire ça. C'est ça qui est important. C'est majeur. Si vous leur redonnez l'envie d'être autonome, si vous leur donnez tous les moyens d'être autonomes, eh bien c'est là où vous serez efficace.
Et d'autre part, donc c'est vraiment cette perte de confiance en soi, cette angoisse. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour favoriser la marche, c'est-à-dire proposer une canne, faire que, en fin de compte, la personne soit autonome encore, qu'elle ne s'isole pas, c'est fondamental. Vous avez aussi un critère, un signe d'alerte, c'est quand la personne est restée au sol plus d'1 heure. Ça aussi, c'est un élément essentiel. Alors, je passerai tout ça. Bon, vous connaissez tous les confusogènes, hein, ces trucs. Bien sûr, les benzodiazépines, jamais les benzodiazépines, longue durée d'action, pour une bonne simplement, c'est parce qu'ils sont lipophiles, donc ils se stockent d'autant plus, et c'est une catastrophe en termes de vigilance. Oui, mais tu vas sur Assurance Maladie et tu le trouves. Donc, je voulais simplement dire que votre boulot, c'est de suivre et d'accompagner. Suivre et accompagner la personne âgée. Suivre, c'est des visites à domicile, pourquoi pas. Pour regarder cette table basse, pour regarder la façon dont les tapis sont fixés par terre, etc., etc. Et vous éviterez beaucoup d'accidents. L'appareillage, n'oubliez pas qu'une canne, si elle est acceptée par la personne, si elle est acceptée par la personne, vous ne pourrez jamais rien faire contre, vous pourrez faire toujours pour. Mais si elle est acceptée, c'est parfait. Bien sûr, l'exercice physique, la rééducation à la marche, les changements nécessaires de la prescription, l'expression de tout trouble. N'oubliez pas l'hypotension orthostatique qui est majeure. Et enfin, si vous pouviez expliquer aux personnes comment elles peuvent se relever quand elles ont chuté. Et là, vous trouverez ça partout. Hein. Avec une chaise, la personne peut se relever. Ben voilà tout ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. 5 minutes, justement. On a 5 minutes, ça tombe bien parce que je n'ai pas de réponse. Alors, donc, je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Michel. Alors, on ouvre une liste de questions, si vous en avez. On a 5 minutes pour finir notre atelier. Oh putain, j'étais si bon que ça. Oh là là. Moi, j'insisterai surtout sur justement la prise des ANS chez les vieilles personnes. Et on le voit au niveau de l'officine. Beaucoup de gens viennent nous dire « j'ai mal au dos, donnez-moi tel suppositoire, donnez-moi tel médicament ». Moi, c'est un truc que je ne donne pas du tout, parce que très souvent, ces gens-là sont déjà sous antihypertenseurs. Demandez-leur quelle classe, justement, ils ont, en dehors de l'effet, justement, de l'effet indésirable avec le rein, comme il l'a dit tout à l'heure Jean-Michel. Donc, déjà, l'anti-inflammatoire et les interactions avec les anti-hypertenseurs, les IEC et les sartans. C'est hyper important. Il faut attirer l'attention sur l'automédication, surtout chez nous. Moi, je donne maintenant, actuellement, nous avons un grand choix sur les pommades qui sont à base de plantes, oui, mais il faut éviter ça. C'est une bonne question, parce que, en fin de compte, qui n'était pas une bonne question, qui était une remarque, mais effectivement, quelqu'un qui a de l'arthrose, les AINS, c'est quand même ce qui était plus efficace. Le problème, c'est que c'est des effets iatrogènes. Ouais. Donc, malheureusement, quelque part, il faut trouver une solution qui est plutôt du paracétamol, parce que ça soulage. Mais il faut savoir que pour l'arthrose, effectivement, c'est les AINS. Donc on se retrouve toujours devant des difficultés qui sont des difficultés... Devant des dilemmes. Des dilemmes, parce que effectivement, oui, alors donc on peut peut-être faire de l'AINS pendant un certain temps pour soulager, avec un objectif, c'est de favoriser la motricité, c'est-à-dire ne pas entraîner une perte d'activité physique. Tout ce que je peux pour améliorer l'activité physique, il faut que je le fasse. C'est-à-dire que je dois me donner des objectifs pour pouvoir répondre à ce dilemme-là. Et peut-être que là, l'AINS est utile, qu'il faut voir ça avec le médecin pour pouvoir le prescrire pour une petite durée de temps qui soit nécessaire pour gérer un problème. Pas plus de 7 jours.
Des fois même le médecin, parce que très souvent, personnellement, j'ai des patients qui sont sous traitement antihypertenseur, qui vont chez le rhumatologue. Le rhumato vérifie la tension, il la trouve normale, c'est parce que bon, il est sous antihypertenseur. Donc il demande même pas au patient s'il prend ses traitements et il lui prescrit. Et des fois, j'appelle le médecin, je lui dis, ben, ils sont sous telle et telle classe thérapeutique. Vous savez qu'il y a une interaction avec ça et vous lui avez déjà donné 2 anti-inflammatoires avec 2 classes différentes. Une fois, il donne des pyroxicam et le diclofénac. Un en injectable et un en suppositoire, voire même en comprimé. Et le médecin, je vous assure qu'il apprécie. Proposez-moi quelque chose. Il faut voir qu'effectivement, on est constamment dans un dilemme par rapport aux personnes âgées, mais ce qu'il faut, c'est éviter, reculer ce passage dans la fragilité, le reculer au maximum, c'est-à-dire que dès 65 ans, affirmer qu'une petite activité physique, c'est de la marche ou des choses comme ça, c'est important. Vous voyez, en reculant tout ça, parce que, et surtout, regardez, qu'est-ce qu'on a dit? Et c'est des choses que vous pouvez faire. Prendre le poids. C'est simple. Vérifier qu'il n'y a pas de problème de déglutition, c'est pas très compliqué. Favoriser une bonne hydratation, et ça c'est pas facile parce que une chose importante, une bonne hydratation, c'est quoi? Parce que c'est bien gentil de dire ah ben il faut bien voir. Oui. Non, une bonne hydratation, c'est 1 verre d'eau toutes les heures. Voilà la bonne hydratation, parce que si je prends tout ça d'un seul coup, j'ai risque de dilution. Donc là, bon. Ça, c'est des points importants. Bien évidemment, faire attention, par exemple, aux furosémides, faire attention à pas mal de choses qui sont importantes. Aussi, l'environnement de la personne, la table basse, les tapis. Et surtout les tapis, exactement. Et surtout, s'assurer que la personne, que vous aurez toujours dans l'esprit que le stress que vous pouvez occasionner dans un changement par rapport au référentiel, au référent de la personne, peut être majeur et que quelquefois, vouloir trop bien faire, c'est mal faire. Alors moi, je voudrais encore reparler de la Société marocaine pour la valorisation de l'acte officinal. Alors, nous allons faire justement le premier travail que nous allons lancer justement en 2020. C'est une étude sur le terrain. Cette étude portera sur 2 bras. Un bras d'un nombre de malades diabétiques qui seraient suivis par des pharmaciens qui auraient déjà suivi des formations en éducation thérapeutique, comment suivre la personne diabétique, et leur médecin qui leur a déjà prescrit leur traitement antidiabétique. Et l'autre bras, où le médecin seul qui va suivre ce type de groupe. Et au bout de 6 mois, on va essayer de faire l'évaluation pour voir l'évolution dans les 2 groupes. Et on espère trouver que justement, le groupe qui a été suivi par les pharmaciens et les médecins va présenter moins de complications dans la maladie. Et avec ça, justement, on pourra montrer et valoriser l'acte que nous faisons tous les jours. Tous ici présents, nous faisons beaucoup de choses auprès de nos patients, n'est-ce pas? Mais cet acte, est-ce qu'il est valorisé? Est-ce qu'il est reconnu? Non. Bon, par le patient, oui, mais d'une manière générale, quand ils sortent parler de nous, parce que moi je vois comment ils parlent de nous dans les réseaux sociaux, ça nous tape bien, vraiment. Mais maintenant, avec des études pareilles, donc on commence par le diabétique, ensuite on va passer pour les anticoagulants, et ainsi de suite. Donc voilà ce que nous allons faire. Et au fur et à mesure que nous entamons une étude bien particulière, ça va faire des formations, 2 ou 3 ateliers, en rapport avec la thématique. Donc, dans un premier temps, on commence par les diabétiques et après, on fera les anticoagulants. Et ainsi de suite. Donc, je vais vous donner des cartes de visite de la société que j'ai le plaisir de présider. Et on l'a fait en partenariat avec Dr Mozorowski Jean-Michel, qui est président de CVAO France. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont déjà de l'expérience, 15 ans. Et on va s'inspirer de tout ce qui a été fait chez eux. Mais le suivi du diabétique, vous ne l'avez pas fait. Donc, on va le faire ensemble. Voilà. Donc, si vous avez des questions concernant la SMVAO, je suis là pour vous répondre.
Et d'autres. Ouais. La SMVAO. D'accord, tu distribues s'il te plaît? Et il y a une chose qui est Pour ceux importante. qui seraient intéressés, voilà. Il y Qui a- nous envoient un, pardon, excuse-moi Madame, Jean-Michel, qui nous envoie un mail ici. Je répondrai à tout le monde dès qu'on aura la création du site. D'accord? Et dans tous les cas, il faut que vous appreniez à documenter. Et peut-être que c'est là qui va être la chose la plus importante, Oui. parce que vous faites plein de choses, mais vous ne les documentez pas, et dès lors, c'est comme si elles n'existaient pas. Donc documenter, bien ça veut embêtant. dire que mettre des protocoles. Eux, ils sont déjà en avance et on va s'inspirer de leur expérience. Non, non, c'est à travers tout le Maroc. Ah oui, 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 c'est la société marocaine. Bon, non, l'adresse, on a pris, parce qu'on a... Alors, je rappelle, c'est une bonne question, je rappelle que dans cette société, nous avons des pharmaciens d'officine, des pharmaciens enseignants, médecins, et nous avons pu avoir 4 partenariats avec 4 sociétés médicales savantes, la cardiologie, la néphrologie et l'endocrino, etc. Et donc, nous comptons travailler avec les sociétés savantes médicales. Vous voyez, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de société savante pour les pharmaciens. Donc, on va essayer de s'imposer avec ce travail-là du terrain. Et on va faire un partenariat avec ces sociétés. Et pourquoi pas ne pas inclure aussi les infirmiers et même l'association des malades. À chaque fois qu'on veut travailler une thématique, on va associer l'association des malades, par exemple pour l'asthmatique, association, parce qu'ils sont hyper bien au courant, et oui. Et aussi, bon, moi, je veux bien faire un suivi pour ce malade asthmatique, mais je ne suis pas asthmatique. Donc, il vaut mieux que je lui demande. D'accord? Voilà, donc je vous remercie. Je remercie Jean-Michel Mzorowski et à très très bientôt. Merci.